À 16h, ce sera trop tard. Vous ne répondez pas à mon attente. Vous indiquez la station de tram devant. Solution alternative. C'est pour vous débarrasser de moi? Pour arriver jusqu'à la gare. Avec plaisir, mais vous ne pouvez pas Ah oui, demande de contrepartie. C'est sympa de me prêter la voiture, parce que depuis que j'ai plus de permis, j'arrive pas à en louer. Là, on se dit, oups, là, j'ai peut-être fait une erreur. Cette approche dans ces modèles de déplacement, c'est de dire, il y a une demande qui est exprimée. La demande exprimée, c'est une voiture à 13 heures. Cette demande ne nous convient pas. C'est un cahier des charges auquel on n'a pas envie de répondre. Donc, on va faire une offre alternative. Peut-être que je peux vous dire un taxi. Et pourquoi un taxi? Pour faire quoi? La question à poser, c'est... Ben oui, quel est votre objectif? Parce que ça, c'est pas un objectif, c'est une demande. Et il faut bien faire la distinction entre la demande de l'acheteur et son objectif. Moi, j'en ai rien à faire d'une voiture à 13 heures. Mon objectif, c'est d'être à l'aéroport à 14 heures. Ça, c'est mon véritable objectif. Et par rapport à cet objectif, on vient d'élargir le champ du possible, des solutions, parce qu'on raisonne sur un objectif et pas sur une demande. Là, il peut y avoir un bus, un tram, un taxi, ou quelqu'un peut me déposer éventuellement à l'aéroport. C'est là qu'on va vendre la solution variante. Mais on ne peut vendre la solution variante qu'à une condition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape. Là, maintenant qu'on sait que l'objectif, c'est d'être à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire avant d'expliquer que le taxi, c'est super bien, ou que je peux déposer? L'étape. Ce qu'on n'ose pas faire, c'est tuer la solution de base. Tant qu'on n'a pas tué cette solution de base, on va avoir un mal fou à vendre la solution variante. Parce qu'en tuant la solution de base, on va tuer tous ceux qui vont répondre à la solution de base. Ma connaissance de Strasbourg m'amène à penser aujourd'hui que la probabilité d'être à l'aéroport à 14 heures en quittant à 13 heures est extrêmement faible pour les raisons suivantes. 1. Si vous ne connaissez pas, compte tenu de la déviation, vous risquez de vous perdre. 2. Il y a de la circulation. 3. Il y a telle raison. Peut-être qu'avec beaucoup de chance, vous pourriez y être. Mais la probabilité, à mon sens, est faible. Si quelqu'un vous dit « je vous prête une voiture », pour être à 14 heures, il n'a pas tenu compte de votre véritable objectif. C'est pour ça que ce ne serait pas sérieux de le faire. La seule manière pour vous d'être garanti à 100%, c'est d'opter pour la solution qu'on en a fait. Vous voyez que même dans ce cas-là, on est sur un schéma de vente offensive qui consiste non pas à répondre aux désirs exprimés par le client, mais réussir à le déplacer. C'est ce qu'on appelle le recentrage. La clé, c'est la crédibilité, parce qu'on va quand même se prendre en frontal. Si vous avez quelqu'un qui a travaillé sur la cahier des charges depuis 6 mois et qu'on veut lui expliquer tout fort, rien compris de bonhomme, il ne va pas nécessairement bien le vivre. Stratégie d'infiltration fait plus de dégâts quand on est à l'intérieur que quand on est à l'extérieur. Et dernier point, c'est outils de CRM, détection des anomalies, aide à la décision, évaluation des enjeux. Il y a des métiers où on fait un suivi des clients qui est extraordinaire. La banque est, à mon sens, il y a des banquiers parmi vous? Un banquier? On sait tout, hein? On analyse des comptes. Hein? On sait tout. Les comportements. Dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. Et on peut bien analyser tous les comportements. Dans le domaine de l'automobile, historiquement, depuis des années, on connaît l'acheteur des clients, le fichier des acheteurs fréquents, où tous les 2 ans, il va falloir relancer. Tout ça, c'est parfaitement suivi grâce aux achats de cartes grises. On est complètement identifié, suivi. Ceux qui achètent des voitures neuves, des voitures d'occasion, on arrive à le faire. Il y a des niveaux de renouvellement des cycles de vie. Ça, c'est quelque chose d'important. La fidélisation, alors on peut voir un chapitre qui fâche. C'est pas bien pensant. Quand je dis pas bien pensant, c'est que depuis les années 80, l'avènement de la qualité, on est obsédé par la satisfaction client. Des fois, dans les entreprises, on voit le client en point. Donc il faut que le client soit satisfait. C'est quand même lui qui les paye à la fin du mois, n'est-ce pas? Et ce culte du client roi et du client satisfait amène peut-être à négliger certains aspects.
Quand on fait des études de satisfaction client, et on en fait des études de satisfaction client, on regarde sur le baromètre si ça monte chaque année. Et on va se rendre compte que plus le niveau de satisfaction du client augmente, je ne parle pas sur les produits, je ne parle pas sur les services, ça va bien, mais sur tous les items relations commerciales. Quand l'indice est trop élevé, pas bon, alors pas bon du tout. L'entreprise qui a les plus mauvais résultats sur le marché de la grande conso, je dirais que ce serait Procter & Gamble. Personne de Procter & Gamble. Pas terrible en termes de satisfaction client. Pourquoi? Ils sont psychorigides. Ils manquent totalement de souplesse sur le plan commercial. Ils imposent leurs conditions à la distribution. Ils préfèrent investir auprès des consommateurs plutôt qu'auprès des distributeurs. Des tas de critères qui rendent les distributeurs insatisfaits. Mais quel niveau de fidélisation? Quel niveau de fidélisation? Quelle stabilité dans les parts de marché? Quelle performance? Tout simplement pour dire, dissocions les facteurs de satisfaction qu'on va mesurer par des mots et des critères de fidélisation qu'on va mesurer par des actes. Quelqu'un qui est satisfait le dit, quelqu'un qui est fidèle le montre. Et non, il ne faut pas qu'on se trompe. Commercialement, ce que l'on cherche, c'est avoir des clients fidèles. Un peu comme dans les couples, il y a des couples, il y a des gens satisfaits et pas fidèles, et des gens insatisfaits et qui restent fidèles. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors on va dire il y a 4 grands groupes. Il y a les satisfaits fidèles, c'est ce que j'appelle les comblés. C'est super, tant mieux, c'est formidable d'avoir des gens comblés. On va les choyer, on va continuer à travailler. Vous pouvez avoir des gens qui sont globalement satisfaits, mais qui ne sont pas totalement fidèles. Ce sont des zappeurs. Allez, un petit coup à droite, un petit coup. Excusez-moi, un petit achat à gauche, un petit achat à droite, ce sont des zappeurs. Comme ça, on va aller voir ce qui se passe. C'est énervant. Et comme on ne les sanctionne pas, les zappeurs, ils continuent. Je peux très bien les faire un achat chez un de vos concurrents. Alors, ils ont toute une palette de fournisseurs et puis ils vont jouer un coup à gauche, un coup à droite. Le troisième groupe, ce sont les déçus. Des gens qui sont insatisfaits et de ce fait qui vont devenir infidèles. Ces déçus, il faut les traiter très rapidement, il ne faut pas laisser ça derrière. On vient de vivre un exemple très amusant. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle s'est passée ici. On a réservé cette salle il y a environ 3 semaines. Et une salle et puis une chambre pour moi la veille au soir. Ils ont appelé notre assistante pour dire « je suis désolé mais il n'y a plus de chambre ». Ça fait 3 semaines qu'on a réservé. Il y a 3 semaines, il y avait une chambre. Hier, il n'y avait plus de chambre. Bizarre. Alors, pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens à plus fort potentiel que nous qui ont demandé la... Vous voyez lesquels? Donc, il n'y avait plus de chambre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont proposé une solution alternative qui était de l'hôtel à côté. J'ai dormi à l'hôtel à côté. Finalement, les 50 mètres à faire ce matin, ce n'était pas un problème. Mais sur le principe, ce n'était pas normal. D'où insatisfaction pour non-respect des engagements. Et Valérie qui dit, moi de toute façon, l'Hilton, c'est terminé. Il suffit de peu de choses. C'est terminé parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements. C'est terminé. À la pause tout à l'heure, il y a une dame qui est arrivée avec ça. Regardez. J'ai pas ouvert. On va regarder ça ensemble. C'est quand même bien. Hein? Alors, Delphine Morand, responsable conférence et banquier. Monsieur Bayard, je vous présente toutes mes excuses pour le désagrément causé hier soir. Je m'assurerai personnellement qu'à l'avenir, cette situation ne se reproduise pas. Cordialement, Delphine Morand. Pas mal vu quand même. C'est pas un coup monté, je vous jure. C'est bien. Donc, c'est bien joué. Ça veut dire que c'est pas grave. Une insatisfaction sur un point comme ça, qui aurait pu déclencher une infidélité, par un geste comme ça, la moindre des choses, c'est quand même de revenir, au moins une fois, n'est-ce pas? Ce serait pas chic autrement, n'est-ce pas? Ils m'ont acheté. Pour toi. Voilà. Et on va parler du dernier groupe, celui dont on ne veut pas parler.
Mais l'enjeu majeur, il est là. L'enjeu majeur, il est sur les otages. Qu'est-ce que c'est qu'un otage? C'est quelqu'un qui n'est pas totalement satisfait, mais qui est profondément fidèle. Et vous savez pourquoi il est fidèle? Parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. L'enjeu est de rendre les clients dépendants, faire en sorte qu'il n'ait pas le choix. Et faire en sorte qu'il n'ait pas le choix, c'est-à-dire que le fait d'aller à une rupture de collaboration soit extrêmement pénalisant. Alors, ça serait quoi? Les sanctions d'infidélité. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Sanctions financières, oui, par exemple. Sur les sanctions financières, les banquiers sont assez bien là-dessus. Un remboursement par anticipation, il y a une sanction financière, il y a à payer les frais de dédit. Il y a des contrats, qui sont des ruptures de contrat, et de matérialiser. Alors bien sûr, vous allez voir que plus un contrat est fidélisant, plus il rend les gens insatisfaits. Pour pouvoir bénéficier de ces conditions, il va falloir signer sur 3 ans. C'est trop long. Oui. Oui, c'est long. Vous savez, il y a des contrats sur 40 ans. Les fermiers d'autres, c'est sur 40 ans. Nous, c'est sur 3 ans. Vous vous engagez sur 3 ans et vous allez obtenir. Je ne suis pas content, vous êtes psychorigide. Oui. Mais j'ai des clients fidèles. C'est ça l'idée. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des métiers où on est professionnel, les systèmes fermés dans l'informatique. Il y a des grands preneurs d'otages. Windows. Ce genre de produit. Mais il n'y a pas, on dit qu'il n'y a que 2% actuellement d'otages. Il faudrait qu'il y en ait 10-15%. Rendre les gens dépendants. Mais ce n'est pas péjoratif de rendre dépendants. C'est que si... Oui. Oui, c'est comme là. Là, ça a un effet néfaste quand même. Au niveau prestation, on peut aller l'effet néfaste. Oui, c'est la concurrence. C'est pas non? C'est la concurrence. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il y a une concurrence meilleure. Non. Qu'elle soit différente, admettons. Mais meilleure, c'est possible. Si vous êtes insatisfait. Mais lorsque, c'est bien la notion de satisfaction, il faut bien voir sur quoi. La satisfaction, elle peut porter sur les produits. Là, on peut avoir une concurrence meilleure sur les produits. Produits de meilleure qualité. Deuxièmement, sur les services. Et après, c'est sur la relation commerciale. Moi, j'insiste beaucoup sur la relation commerciale. Si le client est profondément mécontent des produits ou des services, hormis les situations de monopole, là, on ne va pas pouvoir le fidéliser. Non. Mais je vais bien dire, c'est que c'est sur les conditions commerciales qu'il peut y avoir la satisfaction. C'est vrai que le produit est bon, le service est correct, mais vous me demandez un engagement trop long, vos niveaux de prix sont trop élevés, votre degré d'exigence est majeur, c'est ça qui va créer de la satisfaction. Il y a quand même des conditions de base qui doivent être réunies. Si on a un mauvais produit, un mauvais client, je dis en dehors du monopole, il n'y a rien à faire. La prise d'otage, un sport à la mode, la dépendance est une arme de fidélisation redoutable. Rendons, on ne va pas les appeler otages, on va les appeler captifs, c'est mieux. Et dernier modèle, c'est la rentabilité. C'est vrai que beaucoup de clients, bien développés et fidèles, c'est parfait, mais est-ce qu'on gagne quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'un portefeuille client n'est pas rentable? Il y a 3 grandes raisons à ça. La première, c'est la surrémunération. C'est que les conditions commerciales accordées sont trop importantes par rapport aux chiffres réalisés. Surpayés. On a fait trop de remises, ce n'était pas la peine d'en faire autant que ça. Et parfois, on pourrait concrétiser sans aller jusque-là, mais bon, ça fait partie des habitudes. Et les commerciaux n'ont pas pris conscience de l'importance. Donc, surrémunération, souvent parce qu'on s'est basé sur le potentiel plutôt que sur une réalité, parce que l'acheteur a tenu un beau discours. C'est un effort, on pourrait bien mieux travailler ensemble si vous le souhaitiez. Deuxièmement, c'est la surqualité. Surqualité en termes de produits. On fait plus que nécessaire en termes de qualité et on n'a pas réussi à le faire payer aux clients. Ou surqualité en termes de service. Un exemple en termes de surqualité de service qui est très significatif. Répartiteur pharmaceutique. On est déjà à une qualité de service exceptionnelle. Le répartiteur, c'est le grossiste qui est entre le laboratoire et les pharmacies. Un répartiteur, c'est grosso modo 15 000 références qu'il va devoir livrer. Ces 15 000 références, il va devoir les livrer au minimum 2 fois par jour aux pharmacies, quel que soit le positionnement de la pharmacie sur sa zone. Et il y a un taux de service de plus de 95%. Il y a en moyenne 2,7 boîtes livrées à la référence. Et pour vivre,
comme c'est encadré par la loi, il a 9,7% de marge brute encadrée et il reverse environ 4% sous forme de remise au client. Donc il lui reste 5,7% pour faire fonctionner son unité logistique. C'est ça le métier, la répartition pharmaceutique. Les parts de marché étant plus ou moins figées entre quelques grands intervenants, il y a une enquête qui a été faite pour voir comment on pouvait prendre une supériorité sur les autres. Interview des pharmaciens, qu'attendez-vous d'un répartiteur? Les produits étant identiques, les conditions commerciales étant figées, il restait quoi? Service, les livraisons. Et les pharmaciens ont dit que ce serait bien qu'on ait 3 livraisons par jour. 3 livraisons par jour. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Décision au sommet, ils veulent la 3e livraison. On y va? On y va? Allez, banco, on y va. Décision est prise de faire la 3e livraison. On informe les commerciaux qu'il va y avoir une 3e livraison. On informe les clients, vous pouvez être livré 3 fois par jour dorénavant. Oh, les clients ont dit c'est génial. Vous allez voir le copain pharmacien en disant moi je vais être livré 3 fois par jour. C'est pas vrai? Oui. L'autre qui est dans la concurrence, il appelle son fournisseur en disant dis donc, vous savez que vos concurrents ils vont livrer 3 fois par jour. C'est pas vrai. Dis donc, il y a la concurrence qui va livrer 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on fait nous? Décision? On y va. On y va. L'avantage concurrentiel avait disparu avant même que d'exister. La nouvelle norme du marché était devenue 3 fois par jour. Un an après, enquête, qu'en pensez-vous? Super. Il faudrait quoi de plus? Vous en dites quoi les pharmaciens? 4 fois par jour. Dans des villes comme Strasbourg, les pharmaciens peuvent être livrés 4 fois par jour. Sur la presqu'île de Saint-Tropez, comme on ne peut pas y accéder, il y a un bateau qui arrive 4 fois par jour, il y a un scooter qui descend du bateau pour aller livrer les 4500 boîtes de médicaments. C'est complètement fou. Ce qui est complètement fou, c'est que tout ça ne sert absolument à rien. Et regardons pourquoi. À 9h, l'autre qui a mal au dos va à la pharmacie en disant je viens chercher du Voltaren. Je suis désolé, je n'en ai plus. J'ai qu'une boîte, il faudra repasser pour la 2e. Ah bon? Et à quelle heure? Je suis livré 2 fois par jour. Si vous repassez à 14h, logiquement, je serai livré. Bon. 3 livraisons par jour. Le même vient. Plus il y a de livraisons, moins il y a de stock. Donc plus il y a de risque d'insatisfaction. À 9h, il arrive, il demande son Voltaren, on lui explique qu'il n'y en a plus. Et comme on est livré 3 fois par jour, il faudra repasser à... C'est bon? Ouais, 11h, 11h30, si on veut prendre. Là. Et à 4 livraisons par jour, il vient à 9h. Alors là, il n'y a plus du tout de Voltaren, comme il n'y a plus rien dedans, parce qu'on est livré 4 fois par jour. Et vous repassez à... Ben oui, parce qu'à moins de 2 heures, on n'arrive pas à passer la commande, à faire le picking, la préparation, à faire venir le camion. La 4e livraison a amené un avantage de 30 minutes dont personne ne se rendait compte. D'autant plus que le patient qui ne trouvait pas son Voltaren, il y a 2 cas de figure. Oui. Ou il y a une autre pharmacie, ben, il dit laissez tomber, c'est pas grave. Et puis il va chercher ça ailleurs et il ne revient jamais. Ou alors il n'y a pas de concurrence. À quoi ça sert d'augmenter la qualité de service puisque de toute façon il n'y a pas de concurrence? Je suis désolé, il faudra, et puis on met une substitution en attendant. Et il y a un concurrent qui a compris, qui a dit les 4 livraisons ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des patients satisfaits. Pour qu'ils soient satisfaits, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y ait du stock. Ah oui, mais ça coûte cher le stock. Oui, ils ont dit j'ai bien compris que le stock coûte cher, et bien on va le mettre en place, le stock, chez vous. Ah bon? Oui, on va le financer. Le montant total du stock, on va faire une gestion à distance, et dès qu'il y a une sortie de produit, on le réapprovisionne en automatique, une livraison par jour, et vous avez droit à un crédit de dépannage de 2 ou 3 sur des produits très pointus qui valent cher. C'est un autre modèle. Mais, simplement, méfions-nous, repensons en totalité l'ajustement de la qualité des services. 3e point, c'est la survisite. Vous pouvez avoir des clients qui sont correctement rémunérés, qui sont correctement fournis en termes de qualité de service, mais c'est le coût commercial qui plante tout, à cause du tourisme commercial. Et en particulier chez les bons vieux petits clients fidèles, ceux qui ont un petit potentiel et avec qui on a une qualité de la relation fabuleuse. Ça, c'est ce qui dégrade tout. On a remarqué que les commerciaux, ils passaient l'essentiel de leur temps de ce côté-là. Les gens chez qui il y a une bonne qualité de la relation. Et pas obligatoirement en haut, là où il y a du potentiel. L'énergie suivant le chemin de la moindre résistance, on va plutôt, c'est plus facile. Plutôt. En résumé, si on veut réussir à préserver la rentabilité, la zone sur laquelle on a le plus de possibilités d'agir, ce n'est pas les conditions, ce ne sont pas la qualité, ce n'est pas la survie, c'est qu'est-ce qu'on vend. Et ce qu'on vend, c'est l'expertise.
Si on en revient à vendre un produit, une prestation, un service, ça ne vaudra que le coût de ce produit, hein, de cette prestation, de ce service. Ce qui a de la valeur, c'est l'expertise. Et cette expertise, elle est capable de dire au client, c'est pas ça qu'il vous faut. Et quand on est sur une offre différente, là, il y a des créations de valeur. L'illustration, c'est, je vous raconte l'histoire de Pépère, un grand vendeur. Vous avez un représentant qui quitte Strasbourg, direction Paris, et il a un client important à voir. Il a pris l'autoroute, arrivé au niveau de Verdun, il y a eu un accident sur l'autoroute, il quitte, et le voilà parti dans la cambrousse. Il arrive à une intersection, un stop, il s'arrête, la voiture cale, il essaye de redémarrer, rien à faire. Il dit non, c'est bien la chance. J'ai un rendez-vous super important et il faut que la voiture tombe en panne aujourd'hui. Il cherche à gauche, à droite, un garage, rien. Il voit simplement une guitoune où il y a Pépère dedans. Pépère, pas grand monde. Il faut l'imaginer, Pépère. Il a la capette qui est bien enfoncée. Il est bien calé sur les oreilles. Il a une gitane maïs qui est collée à la fièvre inférieure droite et Pépère est un grand vendeur, stable sur ses jambes. Vous savez, il n'est pas légèrement écarté et il laisse venir. C'est un oiseau de proie. Et là, il est en train de regarder le représentant qui arrive, braqué avec un costume noir. Il regarde le véhicule, il peut la grosse cylindrée allemande, matriculé dans l'Est. En un regard, il vient d'évaluer le potentiel et la probabilité de réachat. C'est un grand professionnel, comme il regarde les caméras, il savent observer. Et celui-là, il n'a pas l'air de savoir s'en sortir, je vais m'en occuper. Et le représentant dit, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? S'il vous plaît, je suis tombé en panne, pas loin. Pépère, comme tout un chacun aurait pu demander, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et Pépère, il sait que la valeur d'une prestation n'est pas fonction du problème, mais des enjeux. Donc Pépère, il lui dit, tu vas où? Tutoiement, supériorité relationnelle immédiate. Tu vas où? Il dit, mais je vais à Paris. Tu vas faire quoi à Paris? Il dit, je vais voir un client. Et là, tu es en panne. Ah ouais, donc tu n'es pas arrivé chez ton client. Non. C'est-à-dire que si tu arrives en retard, ça peut être grave. Oui, ça peut être grave, mais s'il vous plaît, c'est un gros client qui va voir. Si oui, c'est un gros client. Évaluation de l'enjeu. Et le représentant dit, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît? Le père dit, dans ce cas-là, il faut voir. Il arrive à côté de la voiture, il dit, tu veux bien ouvrir le capot, s'il te plaît? Le père, il n'ouvre pas le capot, il ne met pas les mains dans le cambouis, il vend la prestation intellectuelle. Et il regarde et il voit qu'il y a la cosse de batterie qui a sauté. Pauvre casse. Il remet la cosse de batterie en place, un coup de clé à molette, il referme le capot, il lui dit, vas-y, maintenant démarre. La voiture part au quart de tour. Le représentant lui dit, franchement, vous m'avez rendu un fier service, est-ce que je vous dois quelque chose? Il lui dit, oui, tu me dois le coût du dépannage. Et ça fait combien? Il dit, attends, je vais dire ça en francs, parce que moi, les euros, je n'arrive pas à y passer. Donc, ça fera 300 francs. C'est complètement fou. Moi, je suis complètement fou. Je pense que j'ai pris trop cher. Parce que 300 francs pour ce que vous avez fait, c'est hors de prix. Le père dit, si tu t'étais fait dépanner sur l'autoroute, tu vois, pas loin, ça te coûte 350 francs, rien que pour qu'on t'enlève la moteur de l'autoroute et qu'on emmène chez mon beau-frère. Et lui, je peux te dire que j'ai fait un paquet derrière. Connaissance de la concurrence. Donc l'autre dit, c'est pas possible, comment je vais m'en sortir? Votre taux horaire, vous avez travaillé 2 minutes et vous me facturez ça 300 francs. Votre taux horaire, c'est de la folie. Le père ne répond pas. Traitement d'objection par le mépris. Comment il va s'en sortir? Soudain, le vendeur me dit, ça y est, je vais faire comme mes acheteurs. Écoutez, vous allez me faire une facture détaillée poste par poste, avec le montant détaillé de vos prestations. Le père, il n'est pas ému pour autant. Il dit, là, tu es en train de perdre du temps parce que tu vas vraiment arriver en retard, hein, si je te fais ça. Et il prend sa vieille Remington de 1912, il tape avec 2 doigts, et puis il est en première ligne, avoir resserré un boulon de 12-15 francs, deuxième ligne, savoir quel boulon resserrer, 285 francs. Et te permettre d'être à l'heure à ton rendez-vous, ça c'est le service qui est offert par la maison. Il avait tout compris. Il avait tout compris qu'il y avait la valeur d'une prestation. C'est minime. Il y avait l'expertise qu'il y a derrière la prestation. C'est énorme. Et il y a le service, c'est ce qui vient, c'est la cerise sur le gâteau. Pensez bien à ça, c'est repenser toute la démonstration économique. Questions, remarques sur ces pratiques des process? Il y a des marges de progrès, faisant très attention métier par métier, parce que là il faut vraiment intégrer des... Cette étude, on n'arrive pas toujours à la vendre, parce que les concurrents peuvent aussi la proposer, cette étude en question. Oui, oui.
Et c'est vrai que dans les pratiques, c'est pas toujours facile de vendre cette expertise, et que dans les pratiques achats aujourd'hui, la pratique de la tournante, qu'on n'aime pas trop difficile, c'est je mets une solution de base, je demande à chacun de l'enrichir. Solution de base, elle est ouverte. Tiens, vous avez une bonne idée là, vous avez une bonne idée, je refais un deuxième tour avec les meilleures idées et on continue à faire monter au quotidien. C'est vrai que c'est très délicat. C'est vrai que c'est très délicat. Quand on rentre sur des process extrêmement rigides, c'est très difficile de vendre de l'expertise. Mais ça va nous obliger dans ce cas-là peut-être à repenser même en profondeur notre manière d'établir les offres et de ne pas insister obligatoirement dans ce cas-là sur le coût commercial, mais il y a des marchés du low-cost qui existent aujourd'hui. Il ne faut pas les négliger. On peut dire on ne veut pas toucher à ces marchés-là, mais regardez le transport aérien en particulier, l'évolution se fait sur le marché du low-cost. Et parce que on n'a pas besoin d'une surqualité de service, parce qu'on n'a pas besoin d'une expertise, où l'expertise elle est chez le client. Donc il sait ce qu'il veut, il lui faut 300 mètres de canalisation en fil de sang PVC de telle caractéristique, est-ce que vous êtes capable de me les proposer ou pas? Ah oui, mais c'est peut-être pas du fil de sang qu'il vous faut. Ben, il va dire non, c'est ça qu'il me faut. Peut-être qu'il faut des entités spécialisées pour être capable d'avoir des prestations à bas prix si on veut aller sur ces marchés. Et on ne peut pas faire tous les marchés avec la même organisation commerciale. Rapidement là-dessus, il faut des indicateurs précis pour mesurer la performance à chaque étape du processus de vente. À titre d'illustration, voilà ce que c'est qu'un process de vente. Vous avez défini les grandes étapes. Sélection des clients cibles, on envoie un courrier, on fait une prise de rendez-vous par téléphone, on fait un contact en nombre de rendez-vous. Et puis, on a défini des repères qui permettent de dire vert c'est bien, orange c'est moyen, rouge il y a une anomalie. Et il est intéressant tout au long du process de voir où il y a des anomalies et où ça passe bien. Je vais donner des exemples. On va faire une prise de rendez-vous par téléphone, dans le dur, du vrai dur de téléphone. On prend l'annuaire et on va attaquer là-dedans. Quel est le ratio d'après vous? Prise de rendez-vous par téléphone. Combien d'appels pour obtenir un rendez-vous? 1 sur 30, 1 sur 100. Voilà. Donc ça, ce sont des données. Si on a un 1 sur 100, 1 sur 30, ça veut dire qu'on peut progresser encore. La norme, elle est connue. Efficacité, prise de rendez-vous dans le dur, c'est 7, 3, 1. 7 appels téléphoniques, 3 interlocuteurs, 1 rendez-vous. Ça, c'est la norme d'efficacité. Pour avoir cette efficacité, il faut respecter une méthode. Ce n'est pas dans la douceur, comme vous pouvez vous l'imaginer. On est dans du hard selling pur. Mais qui dit méthode de hard selling pur veut dire qu'on va obtenir beaucoup de rendez-vous, mais on va se retrouver pénalisé après. C'est au moment de la rencontre, il y a des gens qui n'auront pas été capables de dire non suite à la méthode, donc on va pénaliser derrière. Est-ce qu'on a intérêt à prendre des rendez-vous à l'arraché, ou est-ce qu'on a intérêt à être très sélectif en disant voilà, nous sommes un cabinet spécialisé en formation commerciale, j'aurais souhaité vous rencontrer si vous avez des projets de formation commerciale. Je vais en perdre énormément, mais les gens qui ont dit oui, on a un projet de formation commerciale, on va améliorer les taux derrière. Vous suivez? À l'inverse, je peux dire, mais de toute façon, il va me dire qu'il n'a besoin de rien. Moi, mon objectif, c'est de le rencontrer. Je vais faire l'opposé en termes de méthode, le hard selling. Jean-François Riche. C'est mon prospect. C'est lui que je veux rencontrer. J'ai ma liste avec mes prospects et je connais le prénom, essentiel de la connaissance du prénom. C'est pas Monsieur Riche, je dis bonjour, Gérard Bayard de Mercure International, pourriez-vous me passer Monsieur Riche s'il vous plaît? Ça sent le représentant à 200 mètres. Hein? Tandis que si je dis bonjour Gérard Bayard, passez-moi Jean-François Riche s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Parce que entre Monsieur Riche et moi, j'ai un ennemi. Souvent une femme, un pitbull qui est là. Pour le protéger, pour m'empêcher d'approcher. On ne négocie pas avec un pitbull. Ça ne sert à rien, on ne va pas l'amadouer. Quand on sera en face à face, peut-être qu'elle aura droit à une fleur. Pour présenter mes excuses, j'ai fait un petit peu dur avec elle. Mais pour le moment, au téléphone, on ne négocie pas avec le pitbull. Alors ça donne quelque chose comme ça. Bonjour, Gérard Bayard, passez-moi Jean-François Riche, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Dites-lui que c'est Gérard Bayard. Mais c'est pourquoi Bayard, B-A-I-2-L-R-D.
Et monsieur, c'est pourquoi. Est-il là? Non, il n'est pas là. Alors dans ce cas-là, madame, vous allez noter. Voilà mon numéro de mobile, 06 85 70 73 25. Vous lui demandez, s'il vous plaît, de me rappeler très rapidement. C'est urgent. Merci, madame. Tout. Qui sait? Il y a le doute absolu. Jeune homme a cité une entreprise. Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le lycée qui appelle parce qu'il y a une pétouille avec le petit dernier? C'est le flou absolu. C'est dur comme méthode. Ça fait 7-3. D'accord? C'est après que ça se gâte. Monsieur Rich, bonjour, Gérard Bayard de Mercury International. J'aurais souhaité vous rencontrer. Préférez-vous le lundi 12 ou le mardi 13? Il commence à s'énerver. Il va dire, c'est quel sujet? Vous êtes qui? Gérard Bayard, Mercury International, cabinet spécialisé dans le développement de la puissance commerciale des entreprises. J'aurais souhaité vous rencontrer. Est-ce que vous préférez le lundi 12 ou le mardi 13? Voilà. Là vont venir les objections du genre. J'ai pas le temps, moi non plus, monsieur. Non plus, monsieur, c'est un exemple pour lequel j'ai pris la précaution de vous appeler avant de venir. À dire, attendez, je n'ai besoin de rien, c'est normal, je ne vous ai encore rien dit. Envoyez-moi une documentation, c'est donc que ça vous intéresse. J'arrive quand? Vous pouvez faire le lundi 12 ou le mardi 13? Oh, commence à m'énerver celui-là. Je travaille déjà avec un de vos concurrents, c'est donc un challenge que vous me proposez. Le relever, ce défi. Jusqu'au moment où il est fallu, vous commencez, mais alors à me les chauffer sérieusement. Des comme vous, il y en a 10 par jour qui appellent, ça suffit, ras-le-bol, terminé. Ah, raccrochez. Touche 10, le pitbull. Vous me repassez Jean-François Ruche, je me être coupé. Monsieur Richard Bayard de nouveau, je vous appelle pour vous présenter mes excuses. Si j'ai été un peu agressif au téléphone, c'est parce que je souhaite réellement vous rencontrer. Imaginez simplement que vos commerciaux déploient autant d'énergie que moi pour obtenir des rendez-vous. Ça donnerait quoi sur vos résultats? Vous préférez qu'on en parle le lundi 12 ou le lundi 13? Pour le fun, ça donne 7-3. C'est très difficile de dire non. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a une déperdition énorme après. Où est-ce qu'on a intérêt à accepter la déperdition? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans votre processus, par exemple, dans un processus de conquête, on peut se dire, on est très très bon sur la partie amont, mais on est moins bon sur la partie aval, c'est-à-dire sur la concrétisation de l'affaire. C'est là qu'il faut changer le process. Et un process optimisé, ça consiste notamment à identifier où sont les anomalies. Voilà, dans le B2B sur la gestion d'affaires. On a une marge brute de 500 €. C'est normal, vous voyez, c'est allumé en orange. En orange, ça veut dire c'est moyen. Comment on arrive à 500 €? On a signé 50 affaires, c'est vert, c'est beaucoup. D'une valeur moyenne de 10 €, c'est rouge, c'est faible. Nos 500 €, c'est la résultante de beaucoup d'affaires signées avec une faible marge par affaire. Comment on signe beaucoup d'affaires? On signe beaucoup d'affaires parce qu'on en étudie énormément et on en chope 1 sur 4. Ça veut dire qu'il y a une grosse déperdition dans les taux de transformation. Pourquoi on a ça? C'est que sur les 220 dossiers qu'on a étudiés, on a répondu à 91%. C'est-à-dire qu'on tire sur tout ce qui bouge. Comme il n'y a pas beaucoup de sélectivité en amont, on se retrouve avec de la déperdition en aval. Peut-être qu'on aurait intérêt à avoir simplement 80% de taux d'activation ici, de faire travailler un peu moins le bureau d'études, ce qui nous permettrait de travailler plus en profondeur, etc. etc. Et ça, c'est un exemple d'optimisation des process, enfin d'identification d'anomalies. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend les grandes étapes, sélection des clients, courrier thématique, on fait une prise de rendez-vous, on fait une visite, on fait un contact de suivi, on fait une offre et une conclusion, par exemple sur ce process. Qui peut intervenir? Il y a le vendeur, il peut y avoir un centre d'appel externe, comme il peut y avoir des fonctions support, techniques, logistiques ou autres. Comment on va activer tout ça? La sélection des clients cibles, c'est le centre d'appel externe qui peut le faire. Ensuite, le courrier thématique, c'est notre fonction support. Au marketing, ils écrivent mieux qu'à la vente. Laissons-leur faire le courrier thématique.
La prise de rendez-vous par téléphone, on l'externalise. Parce que finalement, c'est plus rentable que les commerciaux soient chez les clients plutôt qu'd'essayer de prendre des rendez-vous parce que ce n'est pas leur métier. À la première visite, il y a deux cas de figure. Ou le vendeur seul, ou dès la première visite, on met le technicien s'il y a un projet qui a été identifié, histoire d'avoir plus d'impact. Vous voyez, ça, c'est un exemple de process optimisé. Commentaire? Ça va? Et si je reviens juste sur votre exemple, quel est votre taux de réussite quand vous prenez un peu les gens de tâches complètes avec la Sur la prise de rendez-vous? Oui, entre la prise de rendez-vous telle que vous l'avez fait tout à l'heure, Oui. si c'était un petit peu caricatural, et votre taux de transformation. Après, ce que ça doit donner. Alors, c'est-à-dire que normalement, si on fait trois rendez-vous de découverte, il y aura 2 propositions. Sur 2 propositions, il y aura une signature. Donc, c'est un taux qui est plutôt optimisé. Mais c'est lié à la qualification en amont, hein, parce qu'on ne peut, si on utilise une méthode comme ça, c'est que c'est vous que je veux rencontrer, parce que vous êtes le décideur, parce que vous avez toutes les caractéristiques de quelqu'un susceptible d'être intéressé. Et si jamais il y a un déplacement en disant oh, je ne peux pas vous recevoir, mais allez voir notre service formation, par exemple, le taux il chute de manière considérable. Les nouvelles technologies sont utilisées pour la gestion des portefeuilles clients. C'est le CRM, les nouvelles technologies apprivoisées. C'est vrai que plus la relation est complexe, plus on a besoin de technologies sophistiquées pour les suivre. Généralement, les infos existent dans l'entreprise, mais l'utilisation qui en est faite n'est généralement pas idéale. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est que dans les outils de CRM, de détecteurs d'anomalies, ce sont des véritables outils de la vente. Je prends l'exemple d'une entreprise, Pomona. Pomona vend des produits frais surgelés, des fruits et légumes, et je prends des frais surgelés à la restauration. Vous avez la télévente qui utilise des outils de CRM extrêmement puissants. Le restaurant appelle en disant je voudrais que vous passiez les commandes, il me faudrait du steak ou également de la frite McCain, des produits phares. À partir du moment où le client a appelé, vous avez son nom bien entendu qui va s'afficher. Donc ça va être bonjour monsieur Durand, comment allez-vous? Il y a une personnalisation immédiate avec reconnaissance, ça c'est du classique. Quand le client appelle, il y a ouverture immédiate de sa fiche. Avec son historique et sur l'écran, vous avez les anomalies et les priorités du jour. C'est fait à partir de quoi? Je sais que ce restaurant fait environ 200 couverts jour. Le fait qu'il fasse 200 couverts jour, ça me donne immédiatement un potentiel qui est calculé en achat de produits surgelés. 200 couverts jour, surtout si c'est restauration sociale, restauration commerciale, restauration scolaire, tout ça c'est calculé. Ça vous donne le potentiel. Comme on a l'historique des commandes, le rapprochement de l'historique des commandes avec le potentiel vous donne tout de suite les anomalies. À savoir que ce client n'achète pas la charcuterie chez nous, ni le poisson. Donc la télévendeuse a en tête, celui-là il faut que je lui vende de la charcuterie et du poisson. Elle a ses offres spécifiques là-dessus. Vous avez des produits complémentaires associés. Je voudrais des bavettes, s'il vous plaît. Quand elle a saisi bavette, vous avez une proposition automatique des 3 produits phares en association avec la bavette. La frite, la haricots et autres. Une aide à la vente extraordinaire pour lui proposer le produit de plus et puis également les connexions. Également, elle a sur un onglet la communication du vendeur route qui apparaît sur la feuille, c'est-à-dire l'autre qui va voir les clients chez eux, qui a dit « J'ai parlé notamment d'un nouveau dessert, il faudra la relancer. Au fait, monsieur Intel vous a parlé du nouveau dessert, est-ce que je vous en mets une petite caisse pour tester aujourd'hui ?» Des gains qui sont énormes. Ça, ce sont des outils de CRM qui rentrent grâce au détecteur d'anomalies qui permettent de faire de la vente additionnelle et pas uniquement de... Merci. La carte de visite de... Oui, c'est bon. On passe au revoir. C'est bon, passe au revoir. Pour vous accompagner. C'est pas grave. S'il y a quelqu'un que vous connaissez, merci beaucoup. Au revoir. Des nouveaux outils pour communiquer avec les clients, le multicanal. Il n'y a pas que le face-à-face.
Dans cette salle, une personne sur deux est venue via emailing et non mailing. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles approches. Quel est l'intérêt? C'est la même chose, mais en termes de réactivité, c'est pas pareil. Rien n'empêche de multiplier les modes de communication avec les clients. Il existe aujourd'hui des vendeurs virtuels, on commence à en voir pas mal sur Internet, c'est fabuleux, avec des liens où il y a le commercial qui va vous parler, et vous parlez d'un produit avec verve, enthousiasme, il n'y a pas d'erreur dans l'argumentaire. On commence à en voir de plus en plus. Et puis des outils de vente à distance, de vidéoconférence, qui permettent de développer le plan actif de vente. Je passe là-dessus, je vais donner les commerciaux ont du charisme et un grand pouvoir de persuasion. On en a parlé longuement, c'est l'irrésistible ascension des vendeurs conquérants. J'ai peut-être poussé un peu le trait pour montrer le développement de la vente offensive. S'il y a deux messages clés, d'un côté on revoit les process de vente, de l'autre côté c'est être beaucoup plus offensif dans la relation client, en particulier pour la conquête et le développement chez les clients. La création de valeur nécessite l'utilisation d'une méthode de vente offensive à l'opposé des démarches empathiques. Alors, ce n'est pas dans tous les cas. Les yes men, les adeptes du tourisme commercial vont souffrir énormément dans les années à venir. Quand sommes-nous amenés à utiliser une méthode de vente offensive? On peut analyser les situations de vente en regardant le client, l'offre et le vendeur. Deux axes. Quelle est l'attitude du client vis-à-vis de l'offre? Il est intéressé ou il ne l'est pas? Quelle est l'attente du client vis-à-vis du vendeur? Est-ce qu'il est autonome, je peux m'en passer, ou est-ce qu'il est dépendant, aidez-moi à choisir? C'est en fonction de ça qu'on va identifier les situations de vente. Regardons là. Sur cette matrice, vous avez là la relation client. Ça va du client acquis, je n'ai pas l'intention de changer de fournisseur, au client réceptif, votre offre m'intéresse. Au résistant, je ne suis pas convaincu, jusqu'à l'opposant, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà 4 degrés qu'on arrive plutôt bien à tester. En général, on le sait, aussi bien dans la globalité de la relation que sur un produit ou sur un service. Ce que l'on regarde moins souvent, c'est l'attente du client vis-à-vis du commercial. Est-ce que nous sommes face à quelqu'un qui est totalement autonome? Moi, j'ai besoin de rien. Vous allez dans une boulangerie pour acheter une baguette de pain, vous l'aimez bien cuite, vous allez demander quoi à la boulangère? Je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît. C'est clair, c'est simple. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, une boulangère? Qu'elle donne la baguette bien cuite. Vous imaginez la boulangère qui vous dirait: attendez, avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser quelques questions. C'est pour tremper d'emploi, qu'est-ce que vous comptez mettre dessus? Et vous allez la partager avec qui? On va dire: ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pourtant, combien de vendeurs commencent à repartir dans des phases d'investigation alors qu'on est en exécution? L'information, c'est: dites-moi, informez-moi. Vous me dites, mais moi, acheteur, je décide. Au conseil, je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Jusqu'au dernier niveau qui est: je vous délègue la décision. Alors là, c'est l'outsourcing total. Hein, c'est pour le pain, par exemple, on a une réception ce soir, on est 40 convives, il faut que ce soit parfait. Voilà le menu, faites ce qu'il faut. On n'est pas exigeant sur les moyens, mais en revanche, on sera intransigeant sur le résultat. Sur le résultat. Ça, ce sont les grandes évolutions. Ça et ça. Les extrêmes se développent, comme souvent dans des situations un peu tendues. Il y a la montée des mouvements autonomistes et les adeptes de l'externalisation. On partage le risque. Fonction de ça, vous avez 4 situations de vente. Vos bons vieux clients fidèles qui demandent de l'exécution. C'est l'univers de la vente relationnelle. C'est le domaine des yes men. Il faut les 2 grandes oreilles et une bouche. Il faut savoir satisfaire les clients. Il ne faut pas les brusquer. Il faut être disponible. C'est un métier qui est fortement menacé par les nouvelles technologies, par l'automatisation de la relation et par la vente à distance. Attention à ce que ça ne coûte pas trop cher. Vous allez avoir le suivi des clients acquis, des clients captifs, satisfaits, fidèles globalement, mais qui sont quand même en quête de valeur ajoutée. Et méfions-nous de ça, c'est que le client, il cherche qu'on le challenge un petit peu. Proposez-moi, faites-moi rêver, qu'est-ce que vous avez de neuf chez vous? Et non pas le commercial qui dit: mais vous ne m'avez rien demandé. Parce qu'un jour on le perd, ce client, il est parti à la concurrence. Mais pourquoi vous êtes parti à la concurrence? Parce qu'ils m'ont parlé de telle solution. Mais moi je l'ai aussi. Je dis: mais oui, mais vous ne me l'avez jamais présenté.
Et le vendeur qui dit, mais vous ne l'avez jamais demandé. C'est non. Être force de proposition et notamment apporter une vraie expertise. Où le changement est majeur, c'est là-haut. Parce qu'on utilise des méthodes de vente soft, empathiques, parfaites pour ici, mais on les utilise là, face à des clients qui sont opposants et qui n'ont besoin de rien. Exécution, c'est passer votre chemin. Moi, j'ai besoin de rien. Ou au contraire, des cow-boys de l'achat qui vont faire travailler 3 ou 4, prendre le meilleur à gauche et droite, repasser à la moulinette et faire 3 tours de piste sur l'appel d'offres. Les adeptes du walking around, comme disent les anglo-saxons, dans le meuble, dans la vidéo, on fait le tour de la place 3 fois pour obtenir le meilleur prix. C'est dans ce cas-là qu'on utilise les méthodes de vente offensive. Voilà. Il est frappant que les entreprises du top 10 sont plus fréquemment impliquées dans les situations de vente projective. Vous le verrez ici sur les graphiques. Beaucoup plus en force de proposition et en situation de vente concurrentielle. Je passe là, on l'a vu. 4 principes de la vente offensive. Partir gagnant. Notre proposition est au moins aussi bonne que celle de nos concurrents. Deuxièmement, inverser la charge de l'argumentation. Tant que vous ne m'avez pas démontré que j'étais moins bon, je continue à penser que je suis meilleur. Et tant que vous n'avez pas testé nos prestations, c'est difficile de dire. Prendre le leadership, c'est-à-dire qu'on a dessiné le schéma de vente, comme nous l'a fait notre ami Gamelot, qui sait qu'à tel moment, on va avoir telle objection. Et puis mettre l'autre dans l'incapacité de dire non en demandant très peu d'efforts, en ne demandant pas une remise en cause profonde de ses habitudes. Voilà l'approche de conquête. J'avance là-dessus. Et je terminerai sur ces notions de compétences. Vos représentants commerciaux ont un fort sens persuasion charisme. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui les profils des vendeurs des entreprises les plus performantes. C'est une montée, mais alors fulgurante, de commerciaux à forte personnalité, compétences relationnelles élevées. Ce qu'on appelle compétences relationnelles élevées, c'est oser. Oser aller au-devant. C'est oser faire une infiltration dans les clubs, dans les groupements des clients, de savoir s'infiltrer dans une entreprise, de devenir indispensable. C'est ça la stratégie relationnelle. Souvent, ce sont des experts du métier des clients et une bonne connaissance également de leur offre. C'est une grosse évolution. C'est ce qui veut dire en matière de règles, détecter les vendeurs charismatiques avec de vraies qualités relationnelles et un fort pouvoir d'influence. C'est très difficile à développer. Donc il faut pour ça un modèle de vente. On se rend compte quand on travaille sur des modèles de vente offensive, c'est qu'il va y avoir 40, 50, 60% des commerciaux qui vont dire ça me plaît, ça va changer ma vie et qui vont faire des véritables cartons avec ces modèles-là. D'autres qui vont dire je n'ose pas parce que ça se heurte à une éducation, à cette bonne vieille morale et éducation judéo-chrétienne qui a fait qu'on a du mal à nous en sortir commercialement. On dit mais on est vendeur ou on ne l'est pas. Comme la position, c'est on est tous vendeurs, mais on s'occupe de nous pour qu'on ne reste pas. Illustration. Vous prenez le Bamba, il est là, il a 4 ans, c'est un grand vendeur, c'est une star de la vente, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il a su observer, il a su écouter, il connaît les points forts de papa, de maman, il sait que de toute façon, s'il suit son plan, il va y arriver. Ça donne ça. Il faut regarder la télé ce soir. Pas ce soir, il va demander pourquoi. Mais oui, il n'y a pas. Nous, poser un pourquoi, des fois, ça nous brûle la bouche, on n'ose pas demander au client pourquoi. Lui, c'est aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il est tard. Il n'est pas tard, il fait encore jour. Oui, c'est parce que les journées sont plus longues. Ben donc, je peux me coucher plus tard. Non, il est tard, je te dis, il est 8h30, tu vas à l'école demain. Ouais, mais demain, je commence plus tard. Oui, mais néanmoins, tu vas aller te coucher maintenant. Maintenant, ça suffit. Maman, stratégie des alliés. Et là, il va aller voir maman. Aide-moi. Non, tu vas aller te coucher. Alors, on change de ton. Tu vas aller te coucher. Papa, ça suffit, hein. Ne cède pas, toi, hein. Alors, mais 5 minutes. Non, il va se coucher. Ça suffit.
Bon, viens, toi, viens ici. Allez, hop, là, on l'a chopé par la main, dans la chambre, on claque la porte et je veux plus t'entendre. Ça va. Et là, on commence à entendre. Oh là là là. Et ça pleure, et ça crie. Et ça crie. Une tête qui sort pour tenter le coup. Va te coucher! Plomb, boum, ça tape, ça crie. Là-dedans. Ça suffit, je vais aller lui en coller une. Non, surtout, je veux pas que tu lui en colles une. Oh mais attends, mais c'est impossible comme ça. J'y vais, maman. Non, laisse-moi, c'est moi qui vais y aller. Et puis on revient. Puis, 5 minutes. 5 minutes. Lui, Mana, il va se mettre où? Entre papa et maman. Pour faire le câlin. Là, un quart d'heure après, il est toujours là. Il se fait oublier jusqu'au moment où il va s'endormir. Il a gagné. Il a obtenu ce qu'il voulait. Pourquoi? Tout simplement, il a observé, il s'est dit, c'est pas parce qu'on me dit non que je vais arrêter, justement, c'est là que ça devient intéressant, que quand il faut insister, il faut savoir insister, quand ça marche pas avec un, on va aller voir l'autre, on va essayer de les réconcilier tous, on va être mignon après, la vraie stratégie de vente. Tout va bien, à 4 ans, c'est une star, et là on va l'éduquer. 1. Ne parle pas aux gens que tu ne connais pas. Pour la prospection, ça aide. Ne pose pas sans arrêt des questions. Quand j'ai dit non, c'est non. N'insiste pas, sinon tu n'auras rien. La nuit porte conseil. Elle est bien celle-là pour la conclusion. Et puis la pire de tout, ne reste pas assis à rien faire. Donne un coup de main. Ça, c'est le service. Le service, c'est gratuit. La moindre des choses, c'est de rendre service au client. Vous pouvez venir dépanner, je vais le faire. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Et quand on est dans ces situations où on doit lutter intérieurement contre toute cette éducation, c'est terrible. Un client qui vous dit, attendez monsieur, maintenant, n'insistez pas. Ça suffit. Je vais m'énerver. Oups là. Il y a des vieilles réminiscences. Là, tu vas t'en prendre une. Ça va se terminer par une fessée. Je suis désolé, tout à l'heure, j'ai haussé le ton parce qu'il fallait le faire. Autrement, je perdais le pouvoir dans la négociation. Si jamais l'acheteur a réussi à ramener sur le terrain qui est le sien, c'est terminé. Il faut bien qu'on reste sur le nôtre. C'est un vrai changement. On sort du client roi de manière à aller vers le vendeur expert. Mais il faut de la crédibilité. Et on revient, c'est pas au petit minot qui vient d'arriver qu'on va confier ces situations de vente offensive délicate. Pour terminer, le management commercial se distingue par un triple rôle. Ce triple rôle, c'est être capable de détecter les potentiels, un vrai travail de détection de potentiels, de mise en situation, de regarder quelle est la résistance au stress, à l'échec, pour ceux qui vont faire de la comptée en particulier. Le développement des compétences avec des processus hyper accélérés. On s'est rendu compte chez Mercury, en 20 ans, le glissement des demandes en matière de contenu de formation. Il y a 20 ans, il y avait énormément de développement de compétences dites transversales, avec des fondamentaux, avec développer sa capacité d'écoute, vous voyez ce genre de choses. Maintenant, on doit être à 60% sur des campagnes training, c'est-à-dire des formations hyper ciblées sur des objectifs précis dont on peut mesurer les résultats. Lorsqu'on a un nouveau produit, conquérir de nouveaux clients, réduire les délais de règlement, la tendance elle est là. Et avec les commerciaux, plutôt que de viser très large, de dire on va jouer sur une éducation à long terme, dans 10 ans, j'aurai des grands vendeurs. On n'est plus vraiment là-dedans. Là, on est dans les 3 mois. Il faut qu'ils soient opérationnels sur une zone stratégique de l'entreprise. Notre priorité d'entreprise en ce moment, c'est la conquête. Eh bien, les gens, ils vont être forts en conquête. Peut-être que dans 6 mois, on travaillera sur autre chose, vous voyez, mais c'est de bien travailler sur les étapes, voire même, de dire ce qui est globalement vrai est individuellement faux. Et que dans mon équipe, j'en ai 3, 4, 5 qui sont concernés par la conquête, j'en ai 10 par le développement et d'autres qui sont plutôt sur la rentabilité. Et d'avoir des actions différenciées en fonction des objectifs et des populations. C'est ça qui permet de gagner en vitesse d'action. Et on termine sur la France dans tout ça. Et la France dans tout ça. Quels sont les principaux écarts entre la France et les autres pays? Qu'est-ce qu'on constate? Les écarts portent plus sur les dimensions organisationnelles et systémiques que comportementales. Ce qui veut dire que globalement, sur le comportement, sur la stratégie relationnelle, en tant que pays plutôt de culture latine, je dis plutôt parce qu'il y a des grosses variations d'une région à l'autre, on est plutôt meilleur sur ce plan-là que d'autres pays. En revanche,
on est beaucoup moins bon sur le plan d'organisation et des systèmes. On a un retard très important sur la mise en place des processus de vente et de leur optimisation. On a davantage développé les compétences comportementales que la rigueur organisationnelle. Le travail en équipe pluridisciplinaire n'est pas le mode de fonctionnement privilégié et les règles de communication entre le département commercial et les autres services sont rarement clairement établies. Ça, c'est plutôt aussi une zone de faiblesse. Le commercial reste encore en France un monde à part, avec des individus qui sont plutôt charismatiques, compétents, dont la compétence repose davantage sur des qualités personnelles que sur l'appartenance à une institution ayant formalisé, discuté et fait appliquer les modèles d'excellence. On est davantage sur des talents de vendeurs. Et ça se constate en voyant qu'il y a des écarts de performance souvent très importants entre le meilleur et le moins bon. Ce qui est le signe que dans ce cas-là, c'est la performance individuelle qui prime sur l'efficacité du modèle. Plus il y a un modèle, plus l'écart de performance se resserre. D'abord parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans le modèle, qui vont en sortir, et le modèle a tendance à lisser le niveau de performance. C'est un des critères qui est important de voir. Les directions générales françaises sont plutôt moins proches des ventes que celles d'autres pays. Les anglo-saxons disent que la vente est devenue un sujet de conseil d'administration et non pas de comité de direction. Ça remonte d'un cran. C'est-à-dire que quand il y a des choix stratégiques en termes d'investissement, la réflexion va jusqu'aux ventes. Il y a une ligne de produit qui n'est pas rentable, on coupe. Ça, c'est une décision de financier, mais ce n'est pas une décision qui a intégré une dimension commerciale. Cette ligne qui était peu rentable, c'était peut-être un produit de fidélisation qui était le produit otage. Et en prenant une décision financière comme ça, peut-être qu'on vient de commettre une erreur commerciale énorme. C'est ça ce que ça veut dire. Remontons au plus haut niveau. Compte tenu des enjeux, coût commercial et gisement de productivité, le jeu en vaut pourtant la chandelle. Notre soutien, et on terminera là-dessus, on développe la puissance commerciale des entreprises. Créé en 58, presque 50 ans, présent en France depuis 1973. On est présent dans 40 pays. Qu'est-ce qu'on fait? Mission de conseil, dimensionnement de l'organisation commerciale, optimisation des processus et alignement des outils et systèmes. Des actions de formation, que ce soit des actions ponctuelles ou des plans d'accompagnement, et puis également des missions d'accompagnement, de plus en plus, parce que ça correspond à la tendance. On s'est rendu compte que avoir un super modèle de vente, c'est parfait, s'il n'est pas appliqué sur le terrain, ça ne donne pas de résultat. D'où une offre qui est « on va faire avec ». Et non pas on va dire comment, mais on va faire avec. C'est-à-dire que les équipes de consultants vont vendre avec les commerciaux. On va faire de la prospection avec eux, on va faire une opération de prise de rendez-vous par téléphone avec eux. Et dans ces conditions, le système de rémunération, c'est 50% fixe, 50% variable pour les consultants. Et les honoraires sont comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a un engagement sur les résultats. Parce qu'il faut aussi savoir s'adapter au monde qui est le nôtre. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. C'est bien posé. On peut les braver ensemble maintenant. Je vais du cadeau.